Alors l'Archipride, c'est d'abord le moment de votre prestation de serment, une journée que nous préparons spécialement pour vous, comme on vous le disait, une journée de cohésion, une journée également d'échange et de réflexion autour d'une thématique. Cette année, c'est une qui nous tient vraiment à cœur, celle de l'ouverture et de la diversité des pratiques du métier d'architecte. L'Archipride, elle est parrainée chaque année par une personnalité différente. Cette année, ils seront 3 pour vos 2 promotions, avec Anatomie d'architecture. Toujours dans un esprit d'ouverture, le sujet qui nous tient particulièrement à cœur aujourd'hui, comme je vous le disais, c'est celui de l'évolution du tableau. Une question ancienne qui n'aboutit pas de mandat en mandat, alors qu'elle constitue la clé de voûte pour accueillir l'ensemble de la famille des architectes au sein de l'institution. La pratique du métier, on le sait, elle est multiple et il y a un vrai décalage entre cette réalité et le tableau. Seuls les architectes exerçant la maîtrise d'œuvre sont vraiment reconnus. C'est une réalité. Il est urgent d'ouvrir le débat de la reconnaissance de tous les architectes diplômés, qu'ils exercent en maîtrise d'œuvre, comme salariés, comme urbanistes, comme enseignants, comme chercheurs, ou même qui choisissent leur propre voie avec leur bagage architectural. C'est une évidence. Il s'agit d'aborder toutes les pratiques, la pluridisciplinarité nécessaire à l'architecture pour que les architectes infusent à toutes les strates de la société. Si l'on se réfère à la mesure 27 de la Stratégie nationale de l'architecture du 20 octobre 2015, il est dans la mission de l'Ordre des architectes d'accompagner les évolutions professionnelles et de l'architecture. Cette consigne confirme que le rôle de l'institution est aussi de valoriser cette diversité d'approches et cette richesse d'exercices pluridisciplinaires, en accord avec les évolutions du métier et de la société. L'Ordre doit être une entité en mouvement, avec une capacité d'ouverture et d'anticipation. Il existe autant de pratiques que de manières de faire. Celles-ci œuvrent pour l'architecture et la société. Nous devons profiter et nous enrichir de ces modes d'exercice qui ne sont pas de la maîtrise d'œuvre classique. Ils constituent un formidable réseau et une véritable opportunité. Ce tableau sélectif, et particulièrement l'obligation d'avoir la HMOMP pour s'inscrire au tableau, ferme la porte de l'institution à un grand nombre d'architectes diplômés, se considérant à juste titre architectes, mais qui ont fait le choix d'autres pratiques. Avec mon conseil, nous souhaitons une ouverture du tableau pour une plus grande reconnaissance du métier en phase avec les enjeux de la société, pour une visibilité et une reconnaissance des différents modes d'exercice et une évolution de l'image de l'architecte, pour que les architectes soient présents à tous les échelons de la société, pour être un plus grand nombre au sein de l'institution et avoir plus d'influence et d'écoute, et pour la construction d'une intelligence collective diverse et engagée. Cette démarche, comment la mettons en pratique en Nouvelle-Aquitaine? Une diversité de pratiques que nous tenions à retrouver au sein de notre conseil régional. Urbanistes, enseignants, élus municipaux, architectes au sein de collectifs, architectes du quotidien, exercice en société ou en libéral sur des territoires variés, comme vous avez pu le voir, un vrai panel d'engagement différents, ce qui nous paraissait là aussi une évidence. 3 numéros du journal 308+, ont offert une tribune à des architectes, mais pas que. Comme je vous l'expliquais précédemment, un des axes majeurs de notre conseil est d'enrichir notre profession, en croisant nos réflexions plus largement avec d'autres disciplines. Mais il ne suffit pas d'avoir ce rapprochement auprès des autres, il faut avant tout que nous ayons cette propre réflexion au sein même de notre profession. Et cela doit commencer d'abord par la reconnaissance d'une formation commune, d'une culture commune, aboutissant à des pratiques différentes qui œuvrent au quotidien, au service de l'intérêt public, au travers de la qualité architecturale. Cet intérêt public ne passe pas seulement par la maîtrise d'œuvre. Il se transmet également par des pratiques de recherche, de médiation, d'enseignement, de services d'instructeurs et bien d'autres. Au travers de cette première étape, notre Conseil de Nouvelle-Aquitaine souhaite encourager l'ouverture du tableau et s'engager dans un travail prospectif et opérationnel, et travailler sur l'autorisation des titulaires du diplôme architecte diplômé d'État, les ADE, à s'inscrire à l'ordre, en commençant par leur donner envie de le faire, parce qu'il ne suffit pas d'ouvrir, ça ne servira pas à grand-chose. Nous avions jusqu'à maintenant une approche timide de cette valorisation de cette diversité. Aujourd'hui, c'est avec une approche plus engagée, plus déterminée, que nous souhaitons intégrer cette pluralité de la profession. L'objectif est de permettre à tous les diplômés en architecture d'avoir accès au tableau de l'ordre et être reconnus comme architectes à part entière.
Notre conseil a proposé de travailler auprès du Conseil national, d'être région pilote en vue d'une expérimentation afin d'avancer dans cette voie et permettre de déceler les obstacles avant d'aboutir à une généralisation plus grande échelle. C'est une chance d'avoir au sein de notre métier cette diversité. Il s'agit de la reconnaître, de s'en enrichir et de travailler toutes et tous ensemble. Je laisse la parole maintenant à David, habitant, et à tous nos intervenants qui, je suis sûre, vont nous apporter, tout au long de leurs échanges, la matière nécessaire en vue de poursuivre notre démarche. Je vous remercie. Bonjour à tous, en tout cas bienvenue, je suis très heureux d'avoir la charge de l'animation de cette discussion. Je suis David Habitant, je suis journaliste d'architecture et je dirige le magazine web Théma.archi. On va discuter tous ensemble de l'ouverture et de la diversité des pratiques du métier d'architecte dont nous parlait à l'instant Virginie Gravière. On entendra Margot Pourailly de Cire-Couleur, Mathieu Pérez de Grand Voile, Sarah Meunier de Rumeur Radio, Victor Dupellou de La Planche, Eddy Fruchard de Westwood Tiny, Julien Cœurdevet de 180 degrés Ingénierie. Mais pour l'heure et pour commencer, Yann Détraz, Maxime Chagnot, Gabriel Dacuna, Antonin Boyer. Alors Yann, peut-être pour commencer, un mot sur Bruit du frigo. Oui, ancien collectif, on ne s'appelait pas vraiment, enfin, on ne se désignait pas comme collectif quand on a démarré, c'est un terme qui est apparu bien plus tard. Et ça remonte au milieu des années 90 quand on était étudiant donc, à l'école d'architecture de Bordeaux, où on a ressenti la nécessité d'aller chercher en dehors de l'école ce qu'on s'attendait à trouver dans l'école quand on a démarré mais qu'on n'a pas trouvé, et notamment un lien beaucoup plus fort avec le terrain, avec la société civile, avec la vie des gens en général. Et donc on a commencé à monter des actions sur notre temps libre dans l'espace public pour aller à la rencontre des habitants de la ville et pour essayer de comprendre comment les gens projetaient leurs envies, leurs désirs sur leurs espaces de vie quotidiens, quelles étaient leurs envies, leurs rêves, leurs problèmes. Et on voulait constituer un peu, se fabriquer une forme de regard, un peu une culture là-dessus pour pouvoir démarrer le métier d'architecte. Alors c'est un peu à géométrie variable, on a une équipe fixe permanente qui est constituée d'à peu près 6-7 personnes, et après on a un réseau de personnes avec lesquelles on travaille qui sont, alors je le précise, on n'est pas tous architectes, dans les 6 personnes permanentes il y a 3 archis, et puis dans le réseau un peu plus élargi, à peu près une vingtaine de personnes. Il y a aussi assez peu d'architectes, il y a beaucoup de gens qui sont constructeurs, qui sont artistes, cuisiniers, voilà. Et donc on développe des projets essentiellement sur l'espace public qui visent à mettre en place des démarches participatives pour penser et construire, aménager avec les habitants leurs espaces de vie quotidiens. En un mot, il y a un cuisinier dans votre équipe ? Il y en a plein. Non, mais oui, on agrège des compétences dont on a besoin pour mettre en place nos actions. Des cuisiniers qui font un vrai travail de cuisine. Oui, notamment, beaucoup d'actions se passent dans la rue. Nous, on travaille dans la rue et on a besoin de vecteurs pour pouvoir mobiliser les gens, travailler avec eux, et puis aussi se nourrir parce que tous les jours, il faut bien manger. Et donc, on travaille avec notamment des cuisiniers qui ne font pas juste la cuisine. Hein. Il y a aussi une forme de mise en scène de l'acte de cet acte de convivialité dans un processus de conception et de construction, quoi. Alors on continue la présentation avec mes voisins, cette fois du côté de Cancan, un autre collectif. Alors nous, Cancan, c'est une association de loi 1901 donc, qui nous fédère tous, et après chacun est indépendant, et c'est l'asso qui nous fédère tous. Et on bosse comme ça aujourd'hui, on est un noyau dur de 10, voilà, où on est tous à plein temps, et après on est accompagné par d'autres personnes qui suivent le collectif, qui l'ont créé aussi, qui bossent ailleurs en agence ou qui font autre chose, qui ont leur activité propre et qui nous aident le week-end en bénévolat ou juste ponctuellement. Mais voilà, c'est une association, donc tout le monde peut participer, et il n'y a pas besoin d'architecte pour être Cancan. Voilà. On est quand même majoritairement architecte et designer, mais maintenant on s'est ouvert, voilà, il y a des artistes, des géographes, on aimerait avoir d'autres profils, des charpentiers, des menuisiers. C'est la prochaine étape, c'est d'inclure d'autres personnes. Et voilà, c'est un groupe ouvert, pluridisciplinaire autour de l'architecture, de l'art en général,
de la création culturelle, pareil dans l'espace public et dans la démarche participative, d'inclure les futurs usagers et surtout avec le dénominateur commun des projets, voilà, c'est la dimension écologique responsable et l'économie de moyens. Alors Antonin Boyer, pareil, un mot de présentation d'Iocto, et puisqu'on est sur cette question-là de l'échelle, c'est peut-être ce qui vous différencie de vos voisins? Mais déjà, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui. Merci pour l'invitation. Du coup, on va faire un grand saut dans la Nouvelle-Aquitaine, parce que nous, on est une jeune agence de Haute-Vienne, installée à Limoges et dans un petit village qui s'appelle l'Écart. Et en fait, dans l'agence, donc c'est Iocto qui regroupe Iocto Architecture et Iocto Studio, avec du coup dans Iocto Architecture 3 architectes urbanistes qui qui conduisent des opérations plutôt classiques, en fait, une pratique plutôt classique de l'architecture, en travaillant majoritairement sur les logements pour des particuliers. Ce qui ne nous empêche pas de travailler aussi avec des entreprises, d'accompagner des restructurations de locaux industriels. Voilà. Donc on a quand même déjà des petites variations de projets. Et Iocto Studio qui regroupe en fait 3 designers qui eux vont faire plutôt du graphisme, du design produit, du mobilier, un peu de scénographie. Et en fait la particularité qu'on a, c'est que on fait la somme de toutes ces compétences-là pour les missions dites plutôt d'urbanisme, où là on va accompagner les collectivités locales sur des stratégies urbaines, et avec un gros volet justement sur la concertation, la place des habitants, des usagers dans le processus, ce qui nous amène du coup à avoir besoin aussi de cette quantité de compétences assez variées. Et là par exemple pour la dernière mission, on s'est en plus associé avec des sociologues, avec des ingénieurs et des biologistes. On a une équipe un peu plus large aussi qui nous permet de pouvoir aborder plus de thématiques un peu sereinement. Je crois que ce qui nous a vraiment réunis, en tout cas là-bas, c'est l'amour du territoire et d'être. Alors on n'est pas tous issus du Limousin, mais il y en a qui ont fait leurs études là-bas et qui ont décidé de rester. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de travailler en local, sur le territoire, dans un rayon approximatif de 60 km, qui en fait nous permet d'être assez sur le terrain systématiquement, de pouvoir mener une conduite de projet où on va systématiquement faire attention aux approvisionnements. Enfin, c'est des questions c'est toujours des questions de curseur, mais c'est des choses auxquelles on est sensible pour essayer d'avoir des projets qui ont une conscience de l'impact qu'ils vont avoir sur l'environnement, le territoire et puis le tissu socio-économique. Vous vous considérez comme une agence d'architecture? Vous avez parlé d'agence tout à l'heure. Alors on parle d'agence en fait pour les deux structures, c'est un groupement, c'est un collectif, tout le monde nous nomme un peu de manière différente. L'idée c'est qu'on aime bien se dire qu'on est tous ensemble à parler des projets, à avoir des regards critiques les uns sur le travail des autres, et ce qui est en fait dans la pratique de tous les jours hyper nourrissant. Parce qu'on a des approches, on n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous la même formation, et donc forcément pas le même regard sur les choses. Je suis un peu tatillon sur le vocabulaire, mais parce que ça dit aussi quelque chose de l'évolution des pratiques, des envies aussi, et notamment, je pense par rapport à vous, Antonin Boyer, du fait que des agences d'architecture qui intègrent des métiers autres que des architectes au sein de leur effectif, ça existe. Ce qui fait votre différence à vous, c'est peut-être dans la proportion des uns et des autres, j'imagine. Combien de personnes chez vous et quel profil ? Alors aujourd'hui on est 6, après ça fluctue, on a commencé à 8, ça évolue assez en permanence selon qu'on a des gens qui nous renforcent ou pas, ou selon les missions aussi, des gens qu'on associe. Mais on est un noyau de 6. Et l'idée c'est que Iocto Studio et Iocto Archi ont aussi leur indépendance dans le choix des projets. On a cette logique-là de me dire c'est pas les archis qui pilotent tout, qui organisent tout, qui structurent tout et qui ont besoin d'autres compétences. C'est un rapport aussi un peu plus horizontal dans la manière de travailler, je pense. On va essayer de comprendre à quel moment et pourquoi on bifurque. Je dis bifurquer, il n'y a pas un chemin tout tracé, mais c'est vrai que quand on entre dans des études d'architecture,
on peut s'attendre à une forme de pratique et ce n'est pas celle que vous avez choisie parce que vous n'êtes pas aujourd'hui dans une agence dite conventionnelle. Yvan Détraz, peut-être on peut commencer avec vous. Je crois que c'est la dimension politique de l'architecture qui vous manquait dans ce que vous voyez de la pratique d'architecture en agence traditionnelle, conventionnelle. Alors, j'ai peu d'expérience en agence, donc, à part des stages quand j'étais étudiant. Donc, mais oui, enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est que après 2-3 ans d'études en architecture, on se forge quand même une forme de regard sur le monde. C'est des études qui ouvrent énormément de perspectives et qui nous obligent à nous interroger sur, voilà, sur notre place, future place d'architecte dans la société. On l'a dit tout à l'heure, hein, l'architecte a joué une forme de responsabilité sociale puisqu'il construit, il aménage le cadre de vie quotidien des gens. Donc forcément, en tout cas pour ma part, et on était un certain nombre d'étudiants à nous interroger sur est-ce qu'on allait tenir, est-ce qu'on a réussi à tenir cette responsabilité. Et on sentait qu'il nous manquait dans les cours qu'on avait, dans les cours de projet, il nous manquait cet élément-là, et voilà, ce qui nous a amené à le chercher ailleurs que dans l'école, et à amorcer alors nous on appelait ça une rupture à l'époque parce que c'était quand même aujourd'hui ça se fait beaucoup plus en douceur. Il y a énormément de jeunes architectes qui se mettent en collectif pour mettre en place des projets en dehors du champ de la classique de la maîtrise d'œuvre, et on va dire tout se passe bien. Quand nous on a commencé, on nous regardait un petit peu comme des extraterrestres, et puis on nous disait qu'on allait rentrer dans le droit chemin. Alors on savait nous qu'on s'écartait, qu'on prenait une voie, qu'on traçait une nouvelle voie. Et voilà, à partir du moment où on y a goûté, c'est-à-dire d'aller dans la rue travailler avec les gens, on s'est dit qu'on n'allait jamais revenir dans la voie classique et qu'on n'allait jamais finir en agence, quoi. C'était pas possible. Ouais. Tout à fait. Mais Maxime l'a un peu dit, c'est que nous, ce qui nous manquait vraiment, on a quelques-uns dans l'asso, dans l'association, ont des expériences en agence, ont eu des expériences en agence, ou d'autres pas du tout, comme Bruit du Frigo. Le noyau dur, c'est lancé tout de suite après l'école, sans passer par la case agence, et c'est eux qui ont un peu développé l'embryon du collectif, et qui l'ont développé de façon précaire et au début un peu incertaine, mais voilà, on était là pour être avec eux, et on a réussi à le développer. Mais oui, après c'était aussi un constat où, comme l'a dit Maxime, ce qui nous manquait, c'est de pouvoir toucher la matière, de mettre la main dans le cambouis, de pouvoir. C'est un peu la dissociation entre ce qu'on crée et comment on pourrait le faire vraiment nous-mêmes en auto-formation et ensemble. Mais alors, ça n'a pas changé en 15 ans finalement. Donc, j'aurais pu croire que la pratique conventionnelle de l'architecture aussi évolue, inspirée par tous ces collectifs. Ce que vous nous dites, c'est que 15 ans après Yvan Détraz, vous aviez le même constat et une volonté de ne pas vous inscrire dans cette pratique-là. Ouais, très concrètement, je pense qu'il y en a certains qui font et je pense qu'on n'est pas les seuls, qui déchantent un peu quand ils arrivent en agence. Et ils passent, je sais pas, 7-8 heures par jour devant un écran, et il y a un peu une dissociation avec la réalité, les gens pour qui on fait les choses, et donc du coup ça peut créer un espèce de vide, et du coup on se dit bon, on se raccroche à ça, et on sort un peu de ce cadre-là pour tester des choses et vraiment faire nous-mêmes, et avec les gens pour qui on travaille, et essayer de les impliquer en tout cas. Donc nous, dans Cancan, là, comme disait Gabriel, il y a un noyau maintenant d'une dizaine de personnes qui vivent de l'activité Cancan. Donc même si, on a des convictions, on a du militantisme, mais on ne fait pas non plus ça pour rien, entre guillemets. On a besoin de manger comme tout le monde. Après, je pense qu'on a une capacité d'adaptation qui est certaine dans le fait qu'on a tous des statuts différents dans le collectif. On évolue tous comme on veut. Il y en a qui ont des entreprises, il y en a qui ont des statuts d'auto-entrepreneurs. Et je pense quand on arrive dans le collectif, on sait qu'on va peut-être avoir une phase de transition entre un ancien boulot et Cancan, où tant de se lancer dans des projets, il va y avoir une inertie entre le moment où on commence le projet et au moment où il est réalisé, et où donc il y a la facture qui arrive. Et je pense qu'on accepte ça, on a cette agilité, peut-être, je ne sais pas si on peut parler d'écart générationnel, mais nous maintenant, nouvelle génération, je pense qu'on s'adapte sur ça, on arrive à peut-être un peu vivoter plus facilement au début quand on se lance, mais après, encore une fois, l'activité de Cancan est professionnelle, il y a des projets qui nous rémunèrent bien, d'autres moins bien, et c'est là où il y a même des projets où on est plutôt dans une démarche de bénévolat et vraiment de recherche active.
On a des projets actuels là dans Cancan où on est plus en mode R&D, notamment sur la terre crue par exemple. C'est un projet qui ne rémunère pas, mais on le fait par pur militantisme et on se prend du temps pour réfléchir à tout ça. Donc ça fait 25 ans qu'on existe, ça fait à peu près, enfin ça fait moins de 10 ans qu'on en vit correctement. Voilà. Alors pour rester quand même optimiste, hein, pour ceux qui démarrent aujourd'hui, qui montent un collectif un peu dans ce sillage-là, il y a beaucoup plus d'opportunités de travail que nous quand on a démarré où il y en avait zéro. Donc voilà, je pense que ça va beaucoup plus vite aujourd'hui. Ceci dit, c'est quand même une question hyper importante parce que c'est pas normal que des structures comme les nôtres galèrent à se payer et à se payer correctement, décemment. Sachant qu'aujourd'hui, il y a énormément de demandes, comme je viens de le dire. On est sollicité de toutes parts. Quand je dis on, ce n'est pas à Bruit du Frigo en particulier, mais toute cette mouvance des collectifs en France, je sais pas, il y en a peut-être 200, j'en sais rien. On est énormément sollicité dans quasiment systématiquement tous les appels d'offres. Il y a une compétence concertation, expérimentation, préfiguration, qui est souvent assez mal définie, mais en tout cas où on arrive, nous, à identifier qu'on a éventuellement notre place. Donc c'est une compétence qui est quasi systématique aujourd'hui dans les appels d'offres, alors plutôt en urbanisme, en aménagement urbain et paysager, peut-être moins en architecture. Donc ça veut dire que c'est une compétence qui est reconnue, mais ça reste une compétence quand même aujourd'hui qu'on continue de mal considérer, c'est-à-dire qu'on ne considère pas à sa juste valeur en termes de valeur ajoutée dans le projet, quoi, et au sein des équipes. Et surtout que c'est des pratiques qui sont ultra chronophages. Quand on met en place un projet, une démarche participative sur un quartier, on met des coûts de journée et des nombres de jours dans les budgets. On sait qu'on va exploser tout ça, sauf que si on est au réel, évidemment, on est éjecté des marchés parce qu'on est plus concurrentiel avec d'autres. Donc voilà, c'est un équilibre hyper dur à trouver, mais aujourd'hui, il y a un vrai sujet sur faire reconnaître à sa juste valeur ces pratiques-là, et notamment financièrement. Et sur cette dernière question, est-ce que parfois, vous n'avez pas l'impression qu'on vient chercher un collectif justement en imaginant qu'il va être moins cher qu'une agence d'architecture ? Si, il y a cette représentation qu'on fait ça par engagement, par militantisme, donc ça se paye pas. Ça, c'est du bénévolat. Et souvent, alors maintenant, on ne fait plus trop le coup, mais on pensait avant qu'on était déjà subventionné. Voilà, mais vous n'êtes pas déjà subventionné pour ce que vous faites, c'est pas gratuit comme service, c'est pas un service public. Voilà, donc il a fallu déconstruire pendant des années comme cette approche-là, et parce que aussi le modèle associatif derrière. Voilà. J'ai vu passer l'équipe d'anatomie d'architecture et je les invite à me rejoindre. Alors, bonjour. Vous avez fait un bon trajet, ça y est, vous venez d'arriver. Anatomie d'architecture, un groupe, un collectif, des architectes ou un bureau d'études. Comment vous définissez ? Oula, bureau d'études, ça n'a pas l'air de lui plaire. Alors ça dépend. Enfin, aujourd'hui, on est une scope d'architecture, mais ça fait pas si longtemps qu'on est une scope. Et avant, on n'était rien du tout, un collectif. On n'était pas une association, on était juste un regroupement de personnes. Mais aujourd'hui, on est une scope, voilà, une entreprise d'architecture. Mais entreprise d'architecture, c'est pas une agence d'architecture. Une agence, je sais pas. Si, une agence. Ok. Très bien. On vous a connu surtout, là encore on en parlera mieux tout à l'heure, mais on vous a connu à l'origine à partir d'un livre qui a donné peut-être le nom, j'imagine, à l'agence ensuite, à l'entreprise, à la scope. Oui, exactement. En gros, on a commencé non pas à se réunir ensemble pour faire des projets d'architecture, mais pour faire un travail de pédagogie grand public, une recherche sur la maison écologique aujourd'hui en France. Et c'est comme ça qu'on a eu envie de travailler ensemble, et c'est comme ça qu'est né, à la base, le nom de Anatomie d'architecture. C'était pour parler de disséquer une maison, de comprendre la provenance de tous les matériaux et ce qu'on avait à en dire. Et ça, c'est resté le nom pour la structure. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a tous les deux avec Raphaël en tant qu'architecte éprouvé longuement des travaux dans des agences d'architecture plutôt conventionnelles. C'est ce qui nous a donné envie depuis 4-5 ans d'essayer de faire différemment, de faire évoluer notre pratique. Il y a un terme qui était sorti tout à l'heure qui m'intéressait pas mal, c'était surtout la curiosité de ces études d'architecture, où après 5 ans à s'ouvrir la tête sur plein de sujets, sur plein de domaines qui nous ont passionnés, on s'est retrouvé assez vite cloisonnés dans des métiers qui ne nous correspondaient pas tant que ça.
Et il y a une semaine, on était avec un chanvrier pour la récolte du chanvre, et il n'arrêtait pas de nous dire qu'on était très curieux comme architecte, et on trouvait ça assez intéressant d'aller au bout des choses. Et je pense que c'est ce qui peut nous définir, et c'est aussi cette curiosité qui nous amène à travailler avec Emmanuel en tant qu'anthropologue et constructeur terre, qui nous donne envie d'aller un peu plus loin que ce que nous apporte juste le projet d'architecture, qui est déjà très vaste, mais on y trouve plein de plaisir en fait. Il y a un autre truc qui est vrai que j'ai entendu, c'est que on est diplômé depuis quoi? Depuis 2015, un truc comme ça, et que c'est vrai que tout ce qu'on se raconte là aujourd'hui, tout ce cette espèce de certitude que les étudiants ont envie de choses un peu différentes et de pratiquer, c'était quand même pas très, c'était assez peu présent. Il y a pas longtemps, c'est vraiment en 2000, je sais pas, entre 2010 et 2015. Quand c'est nos études d'archi. Et là, quand on a eu l'occasion avec notre bouquin et notre expo de faire pas mal d'interventions en école d'archi, et ça a complètement changé. C'est on s'attendait un peu à arriver et raconter plein de choses aux étudiants qui connaissaient pas, dont ils avaient jamais entendu parler, etc. Et pour eux, ils connaissaient tous la construction paille, ils connaissaient tous les enduits terre, ils connaissaient tous ça. Et à chaque fois, il y avait des étudiants qui venaient nous parler en fin de conf ou de cours, en disant qu'ils avaient plein de projets pour l'école. En fait, parfois ils étaient en première année, ils disaient en fait on est en train de montrer un atelier et ça va se faire l'année prochaine. Et bref, manifestement la mouvance venait pas mal des étudiants. Effectivement, il y a une énorme demande. Et j'ai l'impression que ça c'était dans quelques écoles et maintenant ça se généralise clairement. C'est bien, c'est cool. Alors, en tout cas, ouais, j'ai côtoyé beaucoup d'étudiants en architecture et de jeunes architectes. Et j'en côtoie toujours beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui s'observe facilement, et un peu ce qui a été dit depuis tout à l'heure, cette envie d'avoir des métiers qui font plus de sens, de ne pas être obligé de travailler énormément pour des permis de construire qu'on ne maîtrise pas forcément quand on est dans des agences, etc. Et comme beaucoup de métiers, peut-être aujourd'hui, il y a un sentiment de mal-être qui s'exprime assez rapidement. C'est quand même assez étonnant, c'est pas non plus quelque chose de si normal d'exprimer un sentiment de mal-être. Et je trouve que c'est intéressant d'essayer de réfléchir, et comme ce que tout le monde fait ici, arriver à être heureux de ce qu'on a appris dans les études et comment on peut arriver à produire un métier avec ça qui nous correspond, quoi. Mais c'est-à-dire que ce sentiment de mal-être, effectivement, et je pense que c'est très juste de rappeler qu'on peut le ressentir dans tout un tas d'autres domaines, tout un tas d'autres métiers, sauf que le jour où on a une activité professionnelle dans un domaine, je ne sais pas, de façon très grossière, je pourrais dire, je sais pas, on est trader par exemple, la reconversion est plus difficile. Là où l'architecture en elle-même, elle a un petit peu ces différentes dimensions-là, peut-être. Ouais, c'est évident, et c'est ce qu'on vit au quotidien tous les trois. C'est que dans la palette des compétences d'un architecte, il y a énormément de choses qui sortent de uniquement savoir dessiner des plans. Il y a l'aspect de rendre visuel des pensées, et c'est hyper fort, hyper important. Et en tout cas, moi, ça m'intéresse énormément d'avoir accès à cette capacité-là de rendre en image des propos. Et ouais, c'est évident que quand on est architecte, je pense qu'on a la possibilité de se reconvertir. C'est assez riche comme palette de compétences, voilà. Raphaël, un mot. J'en profite pour dire, tout à l'heure j'ai pas osé le dire, mais je fais partie dans nous trois, de celui qui est très heureux de se retrouver devant un ordinateur pendant 2 mois dans une pièce sombre et de faire plein de dessins et des trucs comme ça. Et ben voilà, on en a. Et voilà, enfin. Et c'est important. Bravo à lui. Merci beaucoup. À tout à l'heure dans 40 minutes, comme ça on sera plus à l'aise. De votre point de vue, comment est-ce que vous voyez tous ces mouvements dont on parlait là, donc c'est-à-dire des étudiants qui s'inscrivent dans des écoles d'architecture souvent pour un cursus tel qu'on l'entend et qui finalement vont en dévier, vont en bifurquer. Ça représente combien d'étudiants et qu'est-ce qu'ils sont amenés à faire finalement ? Moi, j'étais vraiment intéressée, et puis on suit un peu ces parcours d'agences, de diversification des pratiques qui arrivent là sur le territoire grâce aux architectes que l'on forme, mais pas seulement. Et ça représente en tous les cas une dynamique en croissance, on l'a vu, hein, on a parlé aussi de génération. On a, je crois, progressé aussi dans les études d'architecture par rapport à cette idée-là que quand on rentre, on a besoin de déconstruire déjà des idées reçues des étudiants, même s'ils sont très, très passionnés depuis longtemps sur cette dimension-là, pour qu'ils puissent ensuite aborder différentes connaissances, apprentissages, savoirs, qui sont quand même très complexes pour former un architecte.
très ouverts de manière à vraiment essayer de les orienter dans un panel très large. Moi, ce que je trouve assez génial, là, ce qu'on entend, c'est que c'est promu, et c'est un scoop aussi que ce soit promu par l'Ordre des architectes, parce que ce n'est pas forcément une évidence. Ce sont des pratiques où il n'y a pas aujourd'hui d'obligation d'inscription au tableau de l'ordre, où il n'y a pas de réglementation de monopole, enfin, voilà. Donc ça, je trouve très intéressant que ce ne soit plus des individus qui sortent du rang, et que ce soit vraiment beaucoup plus une dynamique collective, une volonté. Et pourquoi on a cette volonté aujourd'hui? Alors elle est liée bien sûr à des individus singuliers, chacun est différent et aura sa pratique, mais elle est liée aussi forcément dans un moment où on bouge les lignes, où on change les paradigmes. On est quand même obligé de déconstruire le modèle moderniste qu'on a connu, et le zoning, où les choses sont très coupées. Donc on est en train d'ouvrir large dans les pratiques, mais on est en train d'ouvrir large aussi avec d'autres métiers. On l'a entendu dans le témoignage de tout à l'heure. Ingénieur, écologue, juriste, j'ai cru entendre aussi des questions de droit. Donc là, dès les études, on a aussi à cœur maintenant d'essayer d'ouvrir, alors parfois des doubles diplomations, parfois des workshops communs, parfois des parcours croisés avec différentes écoles. On a notamment, par exemple, Bordeaux Sciences Agro, qui est juste en face de l'école d'architecture, qui forme à l'agronomie, où il y a toute la filière bois, toute la filière des pépinières de construction bois, qui est un des établissements avec lesquels on noue des contacts. Mais Kedge est juste à côté, les arts et métiers pas très loin, d'autres écoles un peu plus lointaines avec lesquelles on travaille, les beaux-arts. Voilà, donc pas mal de filières, et Sciences Po naturellement, puisqu'on sait aussi qu'on est sur des questions de la dynamique des gouvernances, de la commande. Donc bien sûr qu'on a besoin aussi de croiser des regards pour fabriquer du projet. Vous nous avez parlé de partenariat d'une certaine manière, en tout cas de rapprochement entre les écoles, mais qu'est-ce qu'il en est au sein même des enseignements? J'imagine aussi qu'on a des nouvelles matières qui sont enseignées, des nouvelles manières de les enseigner peut-être aussi? C'est surtout des nouvelles manières. Les matières d'enseignement, alors évidemment elles s'enrichissent ou elles se diversifient selon la nature des facettes où on les prend, mais on a une formation, c'est exceptionnel quand même parmi toutes les formations, avec plein de disciplines. Sociologie, histoire, sciences de l'ingénieur, sciences de art et représentation, et évidemment l'enseignement du projet d'architecture. Et ça, vous ne rencontrez pas beaucoup d'écoles dans l'enseignement supérieur qui ont déjà en leur sein, dans les enseignants, autant de diversité d'apprentissage. Alors évidemment, ça n'est pas le but de faire des spécialistes sociologues, des spécialistes ingénieurs, des spécialistes de la représentation, mais le but est d'arriver à les faire travailler, les étudiants, dans un enseignement qui est un enseignement par le projet. Ça veut dire qu'on donne un exercice et on convoque les savoirs fondamentaux au fur et à mesure de l'avancement de l'exercice, qui est une typologie d'apprentissage assez bien connue des architectes, mais qui fait plutôt référence dans les autres écoles. Ce que l'on a, donc ça fait très longtemps que toutes ces dimensions-là sont intégrées dans la formation d'architectes, et c'est plutôt dans les modes pédagogiques et les sujets qu'on va évoluer. Dans les modes pédagogiques, on a beaucoup plus de terrain maintenant, donc de travail en lien avec des vrais commanditaires, entre guillemets, même si c'est un exercice pédagogique et les enseignants veillent au grain pour que ce ne soit pas une commande qui remplace quoi que ce soit. Donc immersion sur le terrain, travail de la plus petite échelle jusqu'au clou qu'il faut planter, jusqu'au très grand territoire. Donc on a des dimensions, et également peut-être aussi remonter à la programmation. Ce qu'on a vu aussi, le travail avec les citoyens, c'est-à-dire ne pas commencer juste à la conception, ou juste dans la conception. Donc c'est dans toutes ces dimensions que là, le panel s'élargit. Ce qu'il faut qu'on arrive à voir, c'est qu'aujourd'hui, on est même dans une refonte du référentiel national. On part dans un travail au niveau national entre toutes les écoles avec notre ministère de tutelle, à savoir, voilà, dans ces 5 ans, pour mener au diplôme d'architecte d'État, ADE, et la HMO qui vient ensuite, et le doctorat qui est là dans les écoles aussi. Voilà, quels sont les ingrédients de cette nouvelle et les lignes qui peuvent bouger dans la formation et le référentiel actuellement? Parce qu'aujourd'hui, on a passé les études en 5 ans,
Et on sait qu'on a une troisième année absolument difficile parce qu'elle est très très exigeante. Oui, je me suis arrêté là du coup. Voilà, Trop elle difficile. est parfois même un peu coupante pour passer à la suite, mais donc un lissage un peu plus grand et un re-questionnement parce qu'on forme des architectes généralistes. On dit qu'on est dans une école professionnalisante, c'est-à-dire pas professionnelle. Ça veut dire qu'on donne les capacités aux étudiants diplômés, enfin aux diplômés, d'ensuite avoir différents métiers, mais on sait qu'ils vont avoir besoin de formation continue ou d'immersion dans des sociétés, agences ou par eux-mêmes pour pouvoir vraiment acquérir tous les savoirs vraiment nécessaires ensuite à leur exercice. On reste une école en 5 ans généraliste, c'est déjà beaucoup, c'est pas assez pour la différente pratique de tous les métiers. Merci beaucoup Camille Zwenigorodski. Pareil qu'aux autres, peut-être tout à l'heure des questions un petit peu aussi qui s'adresseront particulièrement à vous et aux ENSA que vous représentez aujourd'hui. On vous en remercie en tout cas. Merci d'avoir été là et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci et à on vous. peut vous applaudir également, je pense. Nous avons Mathieu Pérez de Grand Voile. Alors là, on fait de l'architecture. Je vous ai lu écrire les mots architecture. On est bien dans de l'architecture, mais c'est vrai qu'elle n'a pas l'image de l'architecture qu'on entend de façon conventionnelle, là encore. Dans ma façon conventionnelle, dans mon regard un petit peu... Dans votre regard, effectivement. Parce que moi, je me sens complètement architecte. Alors, complètement. Et, comment dire, et je m'intéresse beaucoup à la continuité, justement, et la proximité. Je me sens très proche des collectifs qui sont passés avant. Et aussi très proche du mec qui travaille en agence et passe sa journée derrière un ordinateur. Pour moi, le maître mot, enfin, ce qui caractérise l'architecte et mon métier, c'est la transversalité, enfin, ce qu'on apprend à l'école. Et j'ai l'impression que c'est ce que je fais tous les jours. Alors dites-nous ce que vous faites tous les jours, parce que j'ai laissé le suspense jusque-là. Mais il faut nous raconter maintenant. On fait de l'architecture textile, c'est-à-dire... on apporte des réponses en toile à des problématiques qui nous sont posées par nos clients, on va dire. Voilà. Très concrètement, quand on voit les projets, il y en a quelques-uns qui défilent derrière. Finalement, en textile, on peut concevoir des espaces sans trop d'autres matériaux que le textile en lui-même. Le textile, c'est la couverture, mais ça crée le volume plus largement, finalement. Oui, il faut une structure pour le tendre, pour l'accrocher. Les images là, ce sont des trucs qu'on avait fait pour des Archipride des années précédentes avec les générations précédentes, voilà, sur la cour du 308. Mais c'est vrai que, parce qu'on voit là notamment des voiles qui sont portés en hauteur, mais parfois avec une structure, on se retrouve avec des tentes très fines qui sont effectivement des espaces, et on comprend mieux le rôle d'un architecte en son sein. C'est pas la tente marabout qu'on peut retrouver parfois dans des réunions publiques ou des choses comme ça. Oui, ce qui caractérise mon travail, c'est d'apporter une réponse à chaque fois unique à une question unique, à des gens avec qui on travaille. D'ailleurs, c'est assez rigolo. J'ai mis ces images du 308 parce que c'est le même espace, c'est le même programme, mais en se trouvant avec des étudiants différents, on arrive à des résultats qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc, ce qui caractérise aussi la formation de l'architecte, c'est le champ des possibles, enfin le jeu on ne fait pas de l'architecture avec des recettes, quoi. Voilà. C'est ça qu'on apprend à l'école. Et il y a une autre famille de concepteurs que j'aime beaucoup, qui sont les ingénieurs, mais qui ont des visions beaucoup plus séquentielles de la conception. Et c'est peut-être pour ça aujourd'hui que j'ai l'impression qu'ils ont gagné une partie de la bataille aujourd'hui, parce qu'ils sont beaucoup plus rassurants que nous, qui ne connaissons pas les réponses que nous allons apporter quand on commence un projet. Et donc l'ingénieur est beaucoup plus rassurant pour la société comment dire, ça leur donne ce pas en avant qu'ils ont pris, mais tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, en tout cas, me semble très rassurant pour ce qui va arriver. C'est-à-dire, moi, quand je suis rentré à l'école d'archi, il y avait des charpentiers, des menuisiers, des mécaniciens qui rentraient à l'école. On sortait avec des formations très diverses en fonction des profs qu'on avait rencontrés. Et j'ai l'impression que juste après,
ça s'est beaucoup sélectionné, enfin on a pris beaucoup de bacs scientifiques, et que aujourd'hui j'ai l'impression que ça se réouvre au moins vers la sortie, quoi. Je crois que la formation d'architecte aussi est une formation où il y a énormément de frontières et qu'elles sont extrêmement floues. Il n'y a pas deux architectes qui pratiquent de la même façon, et c'est même comme ça à l'école qu'on apprend l'architecture. C'est en étant confronté à des gens qui ont des pratiques très différentes. Et je me rappelle que le leitmotiv, c'était « faites ce que vous voulez, mais faites-le bien ». Et moi j'avais en face un mec comme Jacques Ondelat ou Serge Bottarelli, qui étaient deux architectes bordelais, qui avaient des visions complètement différentes et se respectaient tout à fait. Et c'était à nous de choisir ce qu'on avait envie de faire, en fait. Mais par contre, ils étaient exigeants, oui, par rapport à ce qu'on leur proposait. Donc Henri Valencogne, ingénieur et architecte, en fait. Je me posais la question des projets participatifs et j'ai trouvé ça intéressant quand vous en parliez au début, le premier groupe de discussion. Très vite, vous avez dit sur les gros projets, c'est difficile à mettre en œuvre. Moi, je trouve ça passionnant comme approche du projet et c'est vrai que le fait d'avoir créé mon agence, elle se nourrit un petit peu de cette volonté de se rapprocher des usagers, donc de créer de manière, je sais pas moi, dialectique, enfin bref. Dans la réalité, je ne sais pas du tout comment m'y prendre parce qu'on a des maîtres d'ouvrage qui ne sont pas forcément sensibilisés, on n'a pas le temps, déjà on galère à faire notre travail, on se dit si je dois intégrer en plus toute cette complexité de travail collaboratif avec les usagers, on panique un petit peu. Donc vous avez cette expérience de faire ça sur des petits projets, vous dites que c'est dur à généraliser, pour quelles raisons? Mais est-ce que vous avez quand même des idées, des stratégies, des pistes pour essayer de transformer ça sur des projets de construction, par exemple, de bâtiments? En fait, quand on parlait d'échelle de petits projets, je pense que c'est les projets qu'on fabrique nous-mêmes. C'est-à-dire que la particularité de notre pratique, mais bon, pas que nous, hein, c'est de concevoir et de fabriquer nos propres projets. Après, dans les processus participatifs qu'on met en place, et notamment dans ceux qu'on développe aux côtés dans des groupements avec d'autres pour des maîtrises d'œuvre, architectes, urbanistes ou paysagistes, là on travaille, il n'y a pas nécessairement derrière des choses construites par nous-mêmes. C'est-à-dire que là on met en place des dynamiques collectives, participatives, collaboratives pour impliquer les habitants dans la programmation, la conception des aménagements. Alors nous c'est plutôt sur la question de l'espace public, c'est pas trop sur la question des bâtiments, mais il y a après, bon, chaque structure qui est inscrite dans ce champ de la participation a développé ses propres outils, ses propres approches, voilà, pour essayer de donner envie à des gens de s'impliquer sur un sujet collectif. Ça, c'est la première question à laquelle on est confronté quand on arrive sur un territoire où il s'agit de réaménager un quartier, par exemple, qui concerne, je sais pas, 10 000 habitants. Comment on fait pour mobiliser, pas 10 000 habitants, mais en tout cas, ceux qui vont avoir envie de s'impliquer, pour les identifier, pour leur donner envie de venir, pour leur donner envie de rester, et pour les amener aussi à dépasser la posture de l'attente ou de la critique, pour être dans une approche vraiment collaborative et constructive avec les architectes ou les urbanistes. Donc ça, c'est des outils, des méthodes qu'on a développées au fil du temps, quoi. Et chacun a ses propres outils. Donc on travaille parfois sur des grandes échelles, oui. Du côté de Cancan, qu'est-ce que vous en pensez là encore? Est-ce que, je ne sais pas s'il y a un ingrédient plus fort que les autres, en tout cas dans votre manière de faire, qu'est-ce qui vous permet de recueillir la parole des habitants dans le cadre de concertation? Des fois, souvent, on nous demande de le faire, donc on y répond, ou alors on s'adjoint les services d'autres agences qui le font aussi. On peut citer 2 degrés, qui sont des amis, en fait, et qui ont travaillé beaucoup avec eux, mais je voulais rebondir, j'allais parler aussi de la notion du temps, et de faire comprendre à quiconque et à la maîtrise d'ouvrage que le temps est important dans les projets, et qu'on ne perd pas de temps, en fait, à prendre ce temps-là avec les habitants. Et même nous, quand on fait du participatif, quand on prévoit des chantiers où on a envie d'impliquer les personnes, on sait qu'on va gérer notre temps différemment. On pourrait peut-être boucler le mobilier en 2 jours, mais non, là on va prendre 4-5 jours parce qu'on a envie de prendre le temps.
Et autre chose aussi, c'est dans certains projets, quand on fait de la rénovation d'intérieur ou d'habitat, en fait, tout simplement, on porte à connaissance au client qu'il, s'il veut, il peut le faire avec nous. Et juste déjà porter à connaissance en fait, que c'est possible de mettre la main à la pâte et de, encore une fois, prendre ce temps-là et de les accompagner et de leur faire faire leur mobilier, leur réagencement, leur rénovation. On est aujourd'hui un petit peu piégé par une pratique qu'on a inventée. Je m'explique. Quand on a démarré, on n'avait pas d'autre choix que de travailler de bricoler, voilà, avec peu de moyens et notamment souvent de manière sauvage, de manière illégale, sans autorisation, sans permis, tout ça. Ce qui nous a amené à travailler sur des processus d'occupation de l'espace public éphémère, donc comme ce que tu peux décrire, qui pour nous était un moyen de commencer à transformer les espaces, à impliquer les gens et à transformer les espaces. Ça a produit une esthétique, ça a produit une posture, ça a produit... il y a eu beaucoup d'articles, il y a eu beaucoup de travaux de recherche, des gens qui ont fait des thèses là-dessus, et on nous a réduit à cette pratique-là. Pour nous, ça n'a jamais été une fin en soi de travailler sur de l'éphémère, sur du temporaire, sur de l'animation. Pour nous, c'est juste un moyen de transformer les choses, et si possible, de les transformer durablement, de manière pérenne. Nous, aujourd'hui, enfin depuis longtemps, on cherche des projets où on peut agir de manière pérenne, où ce qu'on construit devient pérenne. Pérenne, j'entends, c'est pas 45 ans, évidemment, mais c'est pas 6 mois non plus, ou c'est pas 2 semaines. On peut travailler sur plusieurs années. Ce qu'on fabrique qui doit durer parfois 1 an, ça peut tout à fait tenir 10 ou 15 ans ou 20 ans dans l'espace public. Là, on touche après un autre sujet sur la question de l'investissement qu'on met dans l'aménagement du territoire, et notamment des espaces publics, et sur la question de la pérennité de l'éphémère. Mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, nous, on essaie de déconstruire et de casser ce cadre et ce carcan, finalement, dans lequel... Enfin, on s'est nous-mêmes mis, hein, mais le politique derrière, notamment, qui à un moment donné était séduit par ces pratiques-là, en fait, il n'y a vu que justement ces aspects communicationnels. Ça va apaiser un quartier, ça va faire des belles images pour communiquer sur des plaquettes, etc. Donc voilà, ce que tu décris est une vraie réalité, et c'est un combat aujourd'hui pour... en tout cas, on est un certain nombre aujourd'hui à militer pour déconstruire ça auprès des maîtrises d'ouvrage publics et privées aussi, et surtout privées d'ailleurs, auprès aussi des maîtrises d'œuvre, voilà, pour dire qu'on est aussi capable de mettre en place des projets, des processus qui transforment de manière pérenne les espaces avec les gens. Voilà. Vous voulez réagir peut-être, Mathieu Pérez ? Moi, je veux bien continuer sur ce sujet-là. C'est vrai que ce qu'on constate, c'est le fait que la conception a été séquencée, en fait, et qu'on cantonne justement le collectif à l'étude on essaye de l'enfermer dans un carcan. L'architecte, on le prend parce qu'il va dessiner la façade, et puis en fait, le gros du truc, c'est fait par des normes et par des ingénieurs. Alors que le métier de l'architecte, c'est pas ça du tout, c'est une continuité transversale. Il ne faut pas séparer toutes les pratiques qu'on a différentes les uns des autres de ce métier, de ce qu'on a appris en fait. Et le bon espoir du discours qu'on a eu aujourd'hui, c'est que justement, ça va peut-être changer enfin. Eh ben, je crois qu'on peut parler d'un mot de la fin. Merci beaucoup Mathieu Pérez, ça résume exactement, je crois. Bonjour Christine Lecomte, comment allez-vous ? Moi ça va très bien, je suis vraiment extrêmement désolée de ne pas être en présentiel avec vous. Déjà juste pour commencer, quelles conclusions, quels enseignements l'Ordre tire de cette discussion, mais plus largement des nouvelles volontés des architectes qu'on entend de diversifier les pratiques, et ce qui a donné lieu en tout cas à toute notre après-midi de discussion ? Alors, c'est très vaste. En fait, moi, j'ai beaucoup d'émotions quand j'entends ce que j'ai vu cet après-midi, parce que c'est un combat qu'on mène peut-être chacun dans notre coin depuis assez longtemps, de vouloir faire reconnaître la diversité, déjà l'ouverture possible à la diversité des pratiques, du tableau, mais également, pas que la diversité, je dirais aussi la richesse des pratiques. Parce que diversité, c'est bien, mais la richesse, c'est encore plus fort.
Et aujourd'hui, à l'ordre, la question de l'ouverture du tableau et la question de la reconnaissance de toutes les personnes qui ont cette richesse de pratique, elle est essentielle. C'est un vrai sujet, c'est un sujet d'autant plus qu'on a entendu des mots cet après-midi, curiosité, pluridisciplinarité, croisement. Moi, j'aurais rajouté aussi écoute, humilité avec le participatif, notamment aussi, et aussi le faire avec. C'est pas simplement faire pour, c'est aussi faire avec. Et je pense que c'est une vraie question au XXIe siècle, cette question d'être à la fois dans les enjeux environnementaux extrêmement forts et d'être à la fois dans les enjeux sociétaux et de se dire, pour résoudre cette équation, il faut faire avec. Et pour faire avec, en fait, la question de la pratique de l'architecte, de toute façon, elle est remise en cause. On n'est plus sur les modèles du XXe siècle, on est sur des questionnements qui nous obligent tous les jours à réinventer notre pratique, à l'élargir, à reconsidérer le spectre qui s'était extrêmement rétréci et donc à réouvrir en fait nos œillères. Et ce qui est extrêmement riche dans la discussion de cet après-midi et qui nous montre le panel des choses, c'est que certes, il y a des jeunes qui sont investis dans ces pratiques-là, et moi j'en vois tous les jours, notamment à l'école d'architecture de Versailles, je pourrais y revenir un peu tout à l'heure, et c'est vrai que ça évolue de plus en plus vite, les architectes sont de plus en plus en attente, mais également chez certains architectes engagés de toute génération. Tout à l'heure, on avait une architecte qui est installée à Pau qui nous parlait de sa double pratique. Et c'est vrai que beaucoup d'architectes, en fait, ont cet élan d'aller faire deux pratiques, voire trois. Je pense à Bernard Quiraud, par exemple, qui a créé une association à Pem, dans son village, où il donne des conseils gratuitement aux particuliers sur certains petits détails pour leur permettre d'avoir aussi un accès un peu pro bono à l'architecture. Et aujourd'hui, en fait, c'est dans ces pratiques qui vont de l'amont du conseil à même l'accompagnement après la livraison du projet. C'est dans ces pratiques qui réinventent les modes de fabrication du projet, à la fois dans l'aspect intellectuel, mais aussi dans l'aspect matériel. C'est-à-dire comment est-ce qu'on construit. Tout à l'heure, on a parlé des matériaux biosourcés, géosourcés. C'est aussi des pratiques, le réemploi. Ce sont des pratiques qui, pour certaines, sont ancestrales, mais qu'on redécouvre. Pour d'autres, sont plus novatrices, mais qu'il faut améliorer, innover, et qui se confrontent, en fait, à un système normatif. Et si je parle de ça, c'est parce que notre profession se confronte aussi à un système normatif dans son administration. Et donc, l'ouverture du tableau fait partie de ces questions. Comment est-ce qu'on peut faire pour rapidement faire arriver tout le monde qui a suivi des études d'architecture puisse s'inscrire au tableau, porter le titre, ne pas forcément pratiquer la maîtrise d'œuvre. Mais alors justement, Christine Lecomte, qu'est-ce que ça changera en fait? Qu'est-ce que ça peut changer? C'est une ambition que vous portez, et on l'entendait tout à l'heure avec l'introduction de Virginie Gravière, mais concrètement que d'autres métiers que la pure maîtrise d'œuvre puissent être inscrits au tableau, donc porter le titre d'architecte, qu'est-ce que ça va changer pour eux, pour l'ordre? Alors déjà, c'est éminemment politique. Ne pas se reconnaître, c'est déjà un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'est pas architecte simplement celui qui dépose un permis de construire. On l'a vu aujourd'hui. L'acte d'architecture, il est extrêmement large. Donc, ne pas reconnaître, ne pas se reconnaître entre nous, déjà, c'est un problème. Donc ça, c'est vraiment ça. Ensuite, on l'a vu, tout le caractère politique de la pratique de l'architecture aujourd'hui, elle est aussi de faire avancer des sujets, des valeurs et des engagements. Et je crois que c'est ça qui nous rejoint aujourd'hui, c'est plutôt des valeurs et des engagements qu'un tableau et qu'un code de déontologie qui pourrait être très fermé. Et donc ce code de déontologie qui fait partie en fait de la question de l'ouverture du tableau aussi, c'est qu'est-ce qu'on a comme valeur et comme engagement collectif, et qu'est-ce que, quand on est président de l'ordre et qu'on a été élu, on va porter auprès des pouvoirs publics pour l'intérêt général de la qualité architecturale, et derrière, en ayant le support de tous les praticiens de l'architecture dans leur diversité et dans leur richesse. Et c'est ça aussi qui compte. Et après, parce que là, j'ai parlé de ce que ça pouvait apporter à l'ordre, mais je pense que ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est que ça apporte aussi à tous sur les territoires. Et donc, forcément, on est obligé de parler du renouveau de l'ordre progressivement, mais l'ordre, c'est ce qu'on en fait aussi. Alors, on a 3 ans. 3 ans, c'est pas beaucoup.
3 ans, ça passe extrêmement vite et je peux vous dire que quand on y est, ça passe encore plus vite que quand on est à l'extérieur où on pense que 3 ans, c'est un peu long. Je ne sais pas où est-ce qu'on sera dans 3 ans. En tout cas, on met toutes nos forces dans la bataille pour arriver à faire les choses. La chose qui est le plus important à savoir, c'est que ce n'est pas le seul sujet sur le tapis. C'est un sujet extrêmement important et fondamental. Mais aujourd'hui, il y a aussi les questions d'enjeux écologiques et de prise en compte dans toute la sphère de l'architecture. Donc, on est obligé de croiser ces sujets. On est percuté par énormément de sujets, mais ça n'empêche que l'idée et la ligne qu'on souhaite tenir, c'est qu'à la fin de ce mandat, on puisse dire qu'on a réussi à ouvrir le tableau et à permettre à ce qu'il y ait plus de monde qui puisse s'inscrire. Une petite interrogation, si je peux, c'est sur la question des architectes qui sont diplômés d'État et qui aujourd'hui sont, je pourrais utiliser le mot frustrés, mais ce n'est pas le bon terme, qui sont pas contents, qui sont peuvent être en ennuyés, colère. disons-le. Voilà, frustrés, de ne pas pouvoir ennuyer, c'est peut-être ça, de ne pas pouvoir s'inscrire à l'ordre. Déjà, moi, je les vois, puisque en enseignant, on les voit tous, et on se rend compte qu'il y a un questionnement aussi sur la HMO, c'est-à-dire à quel moment est-ce qu'on doit passer sa HMO, et est-ce que ce qu'il y a dans la HMO ne doit pas rejoindre les études pour justement permettre une inscription plus large. En attendant, qu'on puisse les inscrire au tableau dans une case où effectivement ils ne feraient pas de maîtrise d'œuvre mais qui leur permettrait de porter le titre et qui est un de nos objectifs à court, moyen terme. Donc ça, il y a un groupe de travail à l'ordre national qui travaille dessus. En attendant, il y a peut-être des solutions pour déjà faire plus de ponts avec les écoles. Vous savez, il y a un détail qui est assez peu connu, mais finalement, les architectes DPLG étaient diplômés par le gouvernement et ça sortait au journal officiel. Les architectes HMO ne sont pas, me semble-t-il, au journal officiel. Donc la question du diplôme d'architecture et des ponts qu'on pourrait faire entre les écoles et l'ordre pour la reconnaissance des architectes qui sortent diplômés d'État est vraiment importante et essentielle. Mais pardon, Christine Lecomte, juste pour préciser sur la question des collectifs, parce que c'est vrai que cette revendication d'ouverture du tableau de l'ordre, elle émane notamment des différents collectifs et depuis plusieurs années, on a pu entendre ces propos-là. Tout de même, c'est une pratique qui n'est pas non plus nouvelle et on l'a vu aujourd'hui avec Bruit du frigo. Comment ça se fait qu'il a fallu attendre autant de temps pour que l'ordre ait un regard là-dessus? Est-ce que c'est la fonction de l'ordre qui est en train d'évoluer ou alors peut-être que c'est le temps que les choses remontent et c'est inévitable d'avoir ces délais-là? Non, en fait, c'est politique, l'ordre. Les gens votent. Donc, la question, c'est qui vote, pourquoi et quel programme. Donc, si les architectes sur le terrain votent pour leurs élus et que les élus portent des sujets qui correspondent aux ambitions politiques des architectes, ça fonctionne. Et donc là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une volonté politique qui sort d'un scrutin électoral qui a été porté à 70% par les architectes élus dans les CROA pour qu'on porte cette politique-là. Ça n'était pas le cas avant. Voilà, c'est ça, faut le dire. Maintenant, moi, les collectifs, j'ai parlé avec certains depuis longtemps. Quand j'étais à l'Ordre Île-de-France, il y a plus qu'à, par exemple, on a abordé ce sujet-là. Je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un moyen à court terme que ça puisse fonctionner, que leur inscription puisse être réalisée, mais c'est surtout parce que finalement, ils ont les mêmes valeurs que nous. Donc, il y a la question, il n'y a pas de séparation, en fait, dans le questionnement. Par contre, je souhaitais dire quelque chose, c'est que là, on est dans une salle où, a priori, tout le monde est d'accord. Maintenant, moi, je pense que dans une salle comme la vôtre, j'aurais aimé aussi voir les contradicteurs. Parce que nous, on n'est pas contradicteurs, et donc voilà, c'est très bien, mais moi, au quotidien, j'ai des contradicteurs. Donc, je ne suis pas persuadée que ça sera un cheminement si simple que ça. Et j'y mettrai les forces qu'il faut. Je sais que les CROA nous aideront, et notamment le CROA Nouvelle-Aquitaine qui aimerait bien mener des expérimentations sur ce sujet. Et on va voir si ça est possible, notamment avec le ministère.
Mais en tout cas, c'est une volonté de travailler en direct avec les territoires et notamment avec les CROA pour faire avancer cette question au plus vite. Merci beaucoup Christine Lecomte. Je rappelle que vous êtes bien sûr la présidente de l'Ordre des architectes. Merci pour votre mot et votre réponse. Je vous remercie et bonne fin de soirée à tous. Merci et désolée de ne pas avoir été là.